Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Françoise Tulkens. Françoise Tulkens, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur émérite de la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, juge et vice-présidente honoraire de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Oui. Alors, ma première question, c'est quel regard portez-vous sur votre vie professionnelle? Ah, très bonne question. Mais d'abord, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai choisi le droit par conviction. Par conviction, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui vous permet d'atteindre un peu l'humanité et que la chance qu'on a d'avoir un droit dans nos pays démocratiques, c'est quelque chose de formidable. Donc, on doit en faire quelque chose. Donc, j'ai beaucoup aimé le droit. J'ai fait aussi la criminologie, pardon, parce que vraiment, ça va vraiment ensemble. Et dans le droit, ce qui m'intéressait, c'est surtout la matière pénale. Alors voilà, j'ai fait ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de conviction pendant des années à l'UCL, que vous connaissez bien, hein, pour y avoir été étudiant, si je peux me permettre d'entrer un peu dans votre vie privée. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Mais dans mon domaine, qui était un domaine un peu marginal, ça disons-le, ça vous voyez bien, c'était pas les grands cours de droit commercial ou de droit public, non, c'était plutôt, ou droit constitutionnel, c'était plutôt ces matières un peu marginales, mais dans lesquelles je trouve d'abord on rencontre des étudiants passionnants, parce que passionnés précisément, et puis on peut alors là-dedans vraiment faire en sorte que le droit ait du sens pour les personnes, puisque votre émission s'appelle Quête de sens. Alors voilà, j'ai fait ça pendant de nombreuses années, mais quand on fait le droit et le droit pénal, on est en même temps engagé sur le terrain. C'est pas possible de dissocier. Et donc ça, pour moi, c'était important. Je suis la génération, j'ai envie de dire, de Foucault, dans lequel il disait il faut que les intellectuels, enfin ceux qui ont la chance d'être à l'université, prennent leur place dans la cité. Ça m'a beaucoup guidée dans ma vie professionnelle à l'UCL. Donc j'ai tâché de faire vraiment le plus que je pouvais pendant ce domaine-là. J'ai jamais imaginé qu'en 98, j'allais venir à la Cour européenne des droits de l'homme, jamais. Je l'ai fait parce que voilà, j'ai vu une opportunité de poser ma candidature et ça avait du sens parce que les droits fondamentaux, je préfère dire les droits fondamentaux que les droits de l'homme. Féminisme oblige quand même, hein, vous êtes d'accord? Donc je dis les droits humains, les droits et libertés, les droits fondamentaux. Oui, pour moi c'est un peu le fil rouge de ma vie universitaire et peut-être même aussi personnelle. Et donc alors en 98, j'ai vu cette opportunité, j'ai posé ma candidature et puis je me suis retrouvée effectivement dans une autre ville, dans une autre job, dans une autre matière qui est celle des droits fondamentaux, des droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Là, je suis obligée d'employer le terme puisque c'est le terme de la Convention. Et ça, j'avoue que je n'ai pas à dire que ça m'a passionnée parce que les affaires sont tellement dures, sont tellement humainement difficiles que le terme passionné, c'est comme ça ne va pas. Mais c'est vraiment une expérience pour moi très très forte de voir comment ce que les gens en Europe vivent, les hommes, les femmes, les enfants, les délinquants, les immigrés, les situations parfois mais humainement tragiques et donc ça je l'ai fait pendant 12 ans, c'était un long mandat et cette expérience pour moi a vraiment été très forte, très très forte. Vous aviez le sentiment encore quand vous étiez à la Cour européenne des droits de l'homme que vous aviez ce contact avec les gens de la cité? Non, bonne question, effectivement, ça c'est vrai. C'est sûr qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, on est là dans, je ne sais pas si vous voyez le palais des droits de l'homme à Strasbourg, le grand risque c'est le syndrome de la tour d'ivoire. On est là et puis voilà, on va regarder ça de haut et de loin. Donc moi j'ai tenté, en ce qui me concerne, de tâcher de garder, tout en restant bien sûr impartial par rapport à tous les mouvements associatifs dans lesquels je pouvais évidemment plus travailler, de garder le contact même avec la réalité de la vie judiciaire, puisque c'est une cour, c'est une instance judiciaire en Belgique et dans d'autres pays. Donc j'ai tâché de garder le contact, mais c'est vrai que c'était une toute autre manière, d'une toute autre forme. Quelles ont été vos grandes joies quand vous regardez toute votre vie professionnelle, à la fois à l'UCL, à la fois dans des engagements que vous avez eus en dehors de l'université, dans la Cour européenne des droits de l'homme, vos grandes joies? Oh, c'est une belle question. Je n'ai jamais pensé en ces termes. C'est bizarre, au fond, de ne pas penser en termes de grandes joies. Mais il faudrait que j'y pense, bien sûr, parce qu'il y a eu des moments de grande joie, ça c'est évident, quoi. Des moments de grande joie. Le fait de m'avoir donné cours. Voilà, ça c'est certain. Oui, mais d'avoir vu, eh bien, c'est vrai ce que vous dites, ça m'intéresse bien. C'est vrai que, justement, dans ces matières qui étaient les miennes et les nôtres, de trouver des étudiants qui, tout d'un coup, vous dites, tiens, voilà, il y a une orientation qui s'ouvre à moi. Il y a une orientation qui s'ouvre à moi, il y a quelque chose qui
qui pourrait vraiment me convenir et dans lequel je pourrais donner le meilleur de moi-même. Eh bien, ça, c'est peut-être la plus grande joie que j'ai eue. Et c'est vrai qu'on voit des étudiants, des étudiantes qui se cherchent, qui voient, qui se demandent, tiens, pourquoi j'ai fait le droit? Souvent, on dit, oh, ben, le droit, ça, c'est comme par défaut, quand on ne fait pas les maths, etc., on fait le droit. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai vu des étudiants qui, alors, s'engageaient vraiment très profondément dans la défense, dans le respect des droits fondamentaux, et ils le faisaient de manière vraiment très... Donc ça a été une grande joie, ça, c'est vrai. Ça m'a été une grande joie quand j'étais à l'UNIF. Parce que je ne sais pas... Oui, bon, j'ai donné cours, je ne sais pas si j'étais un bon prof ou pas, j'en sais rien. Quoi, ça. Moi, je l'ai fait parce que c'était voilà, ma responsabilité. J'aimais beaucoup la recherche, j'aimais beaucoup, surtout en matière pénale, où il faut vraiment tâcher d'aller le plus loin possible pour comprendre la question de la délinquance. Et c'est pour ça que la criminaux m'a beaucoup aidée. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'être là et de constater la question de la délinquance et de la déviance. Il faut comprendre, il faut voir comment on devient délinquant, pourquoi, de quelle manière, qu'est-ce que ça veut dire la peine. Parce que c'est ça, hein, en matière pénale. Alors on condamne, j'entendais encore à la télévision, oui, on condamne à 5, 10, 15 ans, comme si c'était... C'est énorme. Alors qu'est-ce que c'est la peine? Pourquoi? Comment? Quel est le sens de la peine aujourd'hui dans le monde contemporain? Ça, c'est toutes des questions dans lesquelles je trouve qu'il fallait réfléchir à fond. Et donc la recherche, pour moi, je trouvais ça vraiment bien. Et alors à Strasbourg, oui, il y a quelques affaires où j'étais vraiment contente, je ne vous cache pas. Des affaires où j'étais vraiment contente d'avoir pu... Bon, convaincre les collègues, voilà, disons-le franchement, sur des questions difficiles, délicates, notamment la question des migrants. La question des migrants, qui pour moi est quand même la question la plus cruciale du moment, la plus forte du moment. Tout ce que l'on lit, tout ce que l'on voit sur la question de la migration, et surtout la situation qui est faite à ces personnes en Europe, c'est quand même c'est un drame, hein. C'est vraiment un drame, oui, c'est un drame politique, c'est un drame humain. Donc voilà, il y a quelques affaires qui concernent les migrants, notamment l'affaire MSS contre Belgique et Grèce. Excusez-moi, c'est du jargon, mais les affaires, on les appelle par le nom des parties, sauf quand c'est anonymisé. Et puis les affaires sont toujours contre un pays. Et là, c'était contre deux pays, la Belgique et la Grèce. Et c'était la question, effectivement, du renvoi de gens d'Afghanistan en Grèce. Et là, ils vivaient dans des conditions impossibles, et puis renvoyés en Belgique, qui l'a renvoyé, Dublin oblige, en Grèce. On savait qu'ils allaient être dans des conditions impossibles. Et là, la Cour a eu, je trouve, un arrêt courageux en montrant que ce règlement de Dublin était absurde et que les migrants, comme tout un chacun, avaient droit à un minimum d'existence. Donc ça, c'est une affaire qui m'a demandé un boulot fou, je ne le cache pas, mais en même temps, qui pour moi était, oui, je ne vais pas dire une joie, parce qu'est-ce qu'on a une joie quand simplement les choses élémentaires sont accordées, mais oui, allez, disons-le, voilà. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Enfin, il y a encore d'autres affaires qui m'ont vraiment... Et puis d'autres affaires où j'étais pas contente du tout, ça c'est normal, hein. Quand on est professeur de droit pénal et professeur du droit de la protection de la jeunesse, vous dites que la recherche était importante, mais est-ce que vous aviez l'occasion d'aller également sur le terrain, de rencontrer ceux qui avaient été condamnés, ces jeunes qui étaient enfermés, etc. Est-ce que vous aviez quand même un contact avec eux ou bien ça restait quand même... À la cour ou bien à l'UNIF? Non, d'abord à l'université. Non, ça, j'avais pas... non, il y avait certains de mes collègues, par exemple, qui étaient psychologues en prison. Alors là, c'est tout à fait différent. Alors, ils voient les détenus. Ça, moi, ce n'était pas mon cas. Donc, c'était plutôt à travers des associations, et notamment la Ligue des droits de l'homme. Ou bien le Comité européen pour la prévention de la torture. Parce que 2 fois, j'étais expert, entre guillemets, parce qu'on se demande de quoi on est expert. J'étais expert pour la Commission pour la prévention de la torture. C'est une commission du Conseil de l'Europe qui va visiter les lieux de détention. Alors là, à cet endroit-là, je l'ai vraiment vu et on avait des contacts avec les détenus en détention. On était toujours une criminologue et un médecin pour interroger ces détenus. Alors là, je l'ai eu donc ou bien avec la Ligue des droits de l'homme, où là, alors il y avait des contacts évidents, ou alors à travers ce qu'on dit le CPT, la Commission prévention de la torture. Mais pas davantage, ça je reconnais, pas davantage. Quoi. Vous avez donc été président de la Ligue des droits de l'homme ici en Belgique. Que retenez-vous de ces années-là? Oh, des années merveilleuses, ça je ne vous cache pas. C'était la Ligue des droits de l'homme de la communauté française de Belgique, parce que voilà que institution oblige, forcément, il y a la Ligue et la Liga, avec lequel on a eu des très bons contacts. Écoutez, c'est vraiment un endroit, ce sont vraiment des travailleurs de l'ombre. Et ça, je les ai vus. Je les ai vus quand j'étais là, ce sont vraiment des travailleurs de l'ombre, mais qui ont une force extraordinaire. Donc je continue à les voir. Je continue à les voir. Je ne sais pas si... Oui, je vois Jean-Patrick Charlier, qui était directeur de la Ligue quand j'étais là, qui est maintenant directeur d'UNIA, qui avait une force incroyable. Olivier de Scutet, que vous avez connu.
Voilà, Olivier Schuster. Que nous avons reçu déjà plusieurs fois sur ce plateau. Ah, ben voilà, ben ça c'est quelqu'un vraiment que... Alors tu sais, si c'est un intellectuel, hein, c'est vraiment un intellectuel. Eh bien, il s'est engagé dans la Ligue des droits de l'homme pendant des années, des années. Alors Dan Van Ramdonk, qui était secrétaire général quand j'étais là, on a eu une équipe, je trouve, extraordinaire, de force, de simplicité. Non, j'ai vraiment une... Pour moi, ça a été des années vraiment extrêmement importantes, décisives, et j'ai beaucoup de respect pour ces associations qui travaillent quand même, disons-le, dans des conditions difficiles, toujours à la recherche de subsides. Ça, c'est vrai que c'était une... Mais qui font le travail. Maintenant, regardez Alexis de Soie, je parle de la Ligue parce que voilà, elle est plus proche de moi. Mais il y a bien sûr d'autres associations, Amnesty, Human Rights Watch. Je connais mieux les gens de la Ligue puisqu'on a travaillé ensemble des années. Mais quand je vois le travail qu'ils font, c'est ça, c'est un travail d'alerte, hein, au fond. Et voilà, il faut qu'elles puissent continuer. C'est pas par hasard que d'ailleurs ces associations sont très mal vues dans certains pays. C'est pas par hasard qu'en Russie, eh bien, on leur fait toutes les difficultés du monde. Hein. Ce sont des gens qui sont là pour montrer ce qui ne va pas, et pour faire monter toutes ces affaires, pour qu'on puisse à la fois être alerté de ça et pouvoir éventuellement mener des procédures judiciaires. Françoise Quezon, on vous retrouve dans quelques instants pour le deuxième volet de ce magazine. Volontiers. Françoise Tuckens, peut-être une question un peu étonnante, mais quand vous regardez le monde aujourd'hui, avez-vous le sentiment que la démocratie soit menacée ? Je ne suis pas une pessimiste de nature, ça je dois vous le dire. Donc tout le discours de catastrophe sociale, etc., c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop, parce qu'à toujours dire que tout va mal, c'est épouvantable. Moi, depuis que je suis jeune, j'entends ça. Si c'était vraiment le cas, ben, je ne sais pas où on serait maintenant, on serait dans le fond du puits. Donc je n'ai pas le discours de catastrophe sociale, parce que ça, je trouve que c'est démobilisateur. Maintenant, si on prend les choses objectivement et froidement, aujourd'hui tel qu'on en est, oui, la démocratie est mise à l'épreuve, ça je pense. Elle est mise à l'épreuve par les questions qui lui sont posées, les questions de sécurité, les questions de migration, excusez-moi, on y revient, les questions de pauvreté, qui sont quand même des choses qui aujourd'hui sont quand même hallucinantes, les questions de pauvreté, l'extrême pauvreté dans laquelle on laisse vivre des personnes dans nos pays démocratiques. Donc, pour moi, oui, la démocratie, elle est mise à l'épreuve. Et donc, on doit maintenant être très vigilant. On doit être très vigilant. Et je ne parle pas que de la Pologne ou de la Hongrie, où là, on sait qu'effectivement, il y a la dépendance de la justice. La dépendance de la justice en Pologne, sans porter un jugement de valeur sur la Pologne. Donc, parce que voilà, il faut rester objectif. Mais on voit bien qu'il y a des difficultés très sérieuses. Il y a des difficultés très sérieuses. Et donc, on doit se montrer d'une vigilance extrême. Donc, je ne dis pas qu'elle est... Elle est mise à l'épreuve, elle est vraiment mise à l'épreuve. Alors on dit oui, ce sont des circonstances exceptionnelles. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sont des circonstances exceptionnelles. Il y a toujours eu des situations de tension. Il y a toujours eu des situations de danger, il y a toujours eu des situations de tension. Et d'ailleurs, c'est au fond pour ça que c'est le rôle des droits de l'homme, dans des situations de danger, dans des situations exceptionnelles, de rappeler les principes fondamentaux. Alors, et ici, une nouvelle difficulté qui se pose, ça je le vois souvent, aujourd'hui, on commence à dire et à permettre de dire, ce qui est encore très différent, que tout compte fait, par exemple, l'état de droit. L'état de droit, ça pour vous qui êtes juriste quand même, un bon juriste, vous êtes un merveilleux étudiant, l'état de droit, c'est quand même la base de la base. Ça veut dire qu'on a un droit à un droit et on a un droit à un juge. Et bien maintenant, c'est vraiment le fondement même d'une démocratie. Maintenant, on entend certains qui disent oh, l'état de droit, c'est une argutie juridique. Il y a 20 ans, c'était impensable qu'on dise des choses pareilles. L'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, qui sont aussi un peu de ces piliers de la démocratie, on commence à dire, mais oui, tout compte fait peut-être. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des chipotages de juristes, des arguties juridiques? Ça me préoccupe. Ça me préoccupe, ça veut dire que c'est vraiment ces piliers sur lesquels on a fondé, je dirais à la fois notre droit moderne, notre société occidentale. Maintenant, on commence tout doucement à les relativiser, sinon à s'en moquer. Et ça me préoccupe vraiment. Alors je me dis, il y a une mauvaise compréhension, ou bien il faut évidemment repenser tout ça. Donc on est dans une situation où il faut repenser le sens de la démocratie, revoir ce que c'est et lutter pour elle. C'est pas du tout un juriste, mais Paul Auster disait la démocratie, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas par soi-même. Il faut lutter tous les jours, sinon ça disparaît. Et voilà, ça c'est un peu les questions qui me préoccupe. Et la démocratie, ce n'est pas simplement le pouvoir d'une majorité sur une minorité, c'est aussi le respect des minorités. Ça, c'est le point central de la démocratie. C'est le respect des minorités. Or, on sent bien que sur ces questions-là, aujourd'hui, il y a une sorte d'intolérance
La xénophobie, elle est présente. Hein. Elle est présente, la xénophobie, les discriminations. Voilà aussi un thème qui me préoccupe énormément. Alors, est-ce que c'est pire qu'avant? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, c'est important. C'est vraiment important et ça demande qu'on s'y consacre à fond. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la justice est encore rendue par la justice ou bien la justice est souvent rendue par les médias? Oui, relation justice et médias, voilà un thème qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez encore à l'université à ce moment-là, mais en criminologie, on faisait des séminaires relations justice pénale et médias, parce que les médias ont un rôle évident. Donc, pour moi, les médias jouent un rôle extrêmement important. Et dans ce que l'on voit récemment, les médias, notamment les médias d'investigation, peuvent soulever des situations qui, sinon, disparaîtraient complètement du radar. Et ça, je trouve quand même que c'est un rôle important. Maintenant, évidemment, toute la question, c'est lorsque, au niveau des médias, on arrive déjà à faire tout un jugement à l'emporte-pièce, sans pièce, justement, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais des jugements à l'emporte-pièce, au mépris total de la présomption d'innocence. Mais entre nous, elle ne s'adresse pas aux médias, à la présomption d'innocence, c'est au personnel judiciaire que ça s'adresse. Mais la présomption d'innocence, ce n'est pas qu'une valeur juridique, c'est une valeur morale. C'est-à-dire de ne pas considérer quelqu'un comme coupable avant qu'il ne soit décidé par un tribunal, par un juge, et par un juge justement, pas par une autorité administrative. Donc oui, les médias, mais il y a des très bons médias. Hein. Lorsque les médias sont conscients que les procès ne se mènent pas sur la place publique, qu'il faut un débat contradictoire, des pièces, des preuves, et que c'est à partir de là, je trouve qu'ils peuvent jouer un rôle. Si c'est simplement une sorte de harcèlement public par rapport à ça, alors évidemment, c'est dramatique. Et donc, moi, c'est peut-être tout à fait naïf de ma part, hein, mais j'ai toujours pensé, notamment j'étais à l'UNIF, qu'il fallait absolument travailler avec les médias, leur faire comprendre ce qu'est le système de justice pénale. Et d'ailleurs, je vois, il y a quelques étudiants de criminologie qui sont journalistes maintenant. Et j'en voyais une tout récemment, je demandais si elle faisait encore des questions liées au pénal, elle dit non. Mais j'espérais. Je posais la question en espérant que la réponse soit oui, que ce qu'elle avait appris en criminaux l'avait quand même donné une certaine force pour faire... Gentiment, elle m'a répondu oui, on verra. Donc voilà, je trouve que les médias jouent un rôle essentiel, mais ils doivent se rendre compte qu'ils ont une obligation morale, politique. Face à ces réalités de la démocratie, face à ces réalités de la manière dont la justice est vécue aujourd'hui, avez-vous le sentiment que dans les facultés de droit dans notre pays, oui, est-ce qu'on forme encore des juristes ou on forme des techniciens du droit? Ah, joli. Ça c'est vraiment une très bonne question. Moi je dirais que les techniciens du droit... Évidemment, il y a un minimum de technique, ça vous le savez. Il y a un minimum de technique, et ces minimums de technique, il faut l'avoir. Ça va de soi, il ne faut pas non plus rêver, on ne va pas faire du droit aux mains nues comme ça de manière sauvage. Il faut apprendre un minimum de technique, ça va de soi, mais tout en étant bien conscient que lorsqu'ils seront eux-mêmes dans leur travail, quel qu'il soit, toutes ces lois auront changé, évidemment. Donc ce qu'il faut leur donner, ce sont des principes généraux et une méthode. Mais pas nécessairement tous les détails. Tout ça sera... Le droit de votre époque n'est plus le droit aujourd'hui. Alors moi, n'en parlons pas. Moi, je crois que c'est vraiment le Moyen-Âge. Donc ça, c'est indispensable. Donc oui, une technique pour qu'ils puissent être des acteurs de changement. Ça, je trouve important. Alors, ils doivent être des juristes, mais être des juristes, ça va un peu ensemble. Des juristes, c'est-à-dire qu'ils peuvent maîtriser, maintenant ils sont des maîtres, hein, qui puissent maîtriser ces disciplines, qui peuvent en connaître l'orientation générale, la philosophie, ça c'est important. Si on veut que les juristes... Pour finir, le mot n'est peut-être pas bon, mais que ces maîtres en droit puissent à la fois l'appliquer, l'interpréter et le changer, parce que c'est ça qu'ils doivent faire quand même. Il y a quand même une responsabilité des intellectuels à cet égard-là. Il faut leur donner une folie de structure en philosophie, en sociologie, en psychologie. Donc il faut former des techniciens, non, des juristes, non. On doit former des acteurs de changement dans le domaine, j'ai envie de dire, de la norme et de l'application de la norme. Voilà, ça c'est un peu... Mais ce sont des questions que les facultés de droit d'abord se posent, j'imagine, mais devraient se penser tout le temps. On vous retrouve alors dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Dans cette troisième partie, Françoise Hukens, quels sont pour vous les enjeux actuels du droit et des droits humains? Les enjeux, oui, pas les dangers. Les enjeux du droit, c'est d'être... comment dire? Je dis que c'est être un peu général. Mais d'assurer la paix sociale. Pour moi, c'est vraiment ça.
C'est ça le rôle du droit. Le rôle du droit, c'est d'assurer la paix sociale. Si on veut que les gens ne règlent pas leurs conflits, les gens ou les institutions, parce que bien sûr c'est à tous les niveaux, ne règlent pas par la violence, eh bien il faut le faire par la voie de la réglementation démocratiquement acceptée. Ça, c'est le rôle du droit. Ça, c'est le rôle du droit. C'est vraiment sa mission fondamentale. Il doit contribuer à la paix, que nous voulons tous, bien entendu. Gérer à la violence, eh bien, il faut que la violence soit gérée, régulée par la règle de droit acceptée démocratiquement. Donc ça, c'est pour moi vraiment l'enjeu. Donc il faut être très attentif à la création de la loi. Je ne veux pas du tout rentrer dans un débat polémique, mais toute la discussion sur les visites domiciliaires, qui est quand même un euphémisme pour parler des perquisitions, soyons clairs. Tout le débat que l'on a maintenant là-dessus, je trouve que démocratiquement, c'est un bon débat. Les gens réagissent, ils en veulent, ils n'en veulent pas, il faut expliquer pourquoi. Eh bien ça, je trouve que c'est vraiment important que tout le monde, d'une certaine manière, sur une question telle que celle-là, eh bien, donne une position par rapport à des principes fondamentaux, le respect de la vie privée, qui sont quand même des valeurs auxquelles nous adhérons tous, parce que tous ces droits fondamentaux, les droits humains, ça nous concerne tous. La liberté de religion, ça c'est votre rayon, non? Voilà, la liberté de religion, mais ça concerne même les athées. Donc ces droits humains, la vie privée, la vie familiale, la liberté d'expression, la liberté de religion, de pensée, tout ça, ce sont des droits qui nous concernent tous dans notre vie. Et donc je trouve bien que sur cette question des perquisitions, voilà, appelons-le maintenant, on voit ce débat qui naît et qui est là. Et puis, il faut s'assurer qu'effectivement, on ait un débat démocratique correct. Et donc ça, c'est pour moi un des enjeux, à la fois des droits humains, c'est que tout le monde se mobilise pour ces droits. Ce sont des ressources pour nous tous. Ce sont des ressources pour nous tous. Ce n'est pas des questions qui sont comme ça loin. Non, la liberté d'expression, les médias vous en parlez. Voilà le droit qui est peut-être le plus fondamental. De tous les droits, vous avez dit, c'est peut-être le droit à la vie. Bien sûr, ce n'est pas le droit à la vie. À quoi ça sert d'avoir le procès équitable? Ça, je suis d'accord. Mais la liberté d'expression, c'est reconnaître qu'on est divisé. C'est une société est divisée, c'est normal. Ça ne me gêne pas du tout. Mais qu'on peut chacun librement exprimer nos points de vue. Et qu'à partir de là, eh bien, peut-être un dialogue est possible. Donc voilà pour moi les enjeux du droit et des droits humains. Et droit et droits humains, ça va en même temps. Enfin, à mon humble avis, ça va vraiment en même temps. On n'a pas parlé du procès équitable, de la longueur des procès. Vous abordez justement la liberté de religion comme un droit fondamental. Quel est votre sentiment par rapport aux racines chrétiennes de l'Europe quand on parle de cela? Comment vous situez-vous par rapport à ça comme juriste? C'est sûr que l'Europe a des racines chrétiennes. Ça, je crois qu'il faut tout à fait l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est une valeur culturelle. C'est la valeur culturelle de l'Europe. Des racines chrétiennes qui alors ont évidemment été métissées. Ça, c'est clair. C'est à la fois des valeurs chrétiennes, puis ce sont des valeurs qui ont été métissées par notamment l'apport des musulmans. Ça, c'est évident. C'est pas quelque chose qui est tout à fait extra-européen non plus. Ça a joué un rôle. Donc, les valeurs chrétiennes ou les valeurs religieuses de l'Europe, pour le dire de manière plus générale, voilà, ce sont des valeurs culturelles qui ont fondé notre Europe. De là à dire qu'il faut introduire ça de manière dans le droit positif, ça c'est encore tout autre chose. Lorsque la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été discutée, dans le préambule, on parle des valeurs chrétiennes qui ont constitué l'Europe. Mais il n'y a pas, parce qu'il y a eu un débat là-dessus à ce moment-là, en 2000, de le mettre en tant que tel. Et là, non, on a préféré le mettre dans le préambule en disant c'est la base, effectivement, de la culture, de la civilisation européenne, avec tous les apports successifs. Et aujourd'hui, s'agissant des religions, pour moi, vraiment, la question cruciale, mais fondamentale, c'est ce dialogue entre les différentes religions. C'est capital et on voit maintenant de plus en plus dans des manifestations publiques, on voit les responsables de ces différentes religions qui sont là, qui sont ensemble, le président de l'exécutif des musulmans, le cardinal de la religion catholique, du monde protestant. J'ai chanté pendant 30 ans, excusez-moi, à la chorale protestante à Bruxelles. Je ne suis pas protestante, voilà, je ne suis pas protestante, mais cette chorale protestante était magnifique. Et donc, je chantais des choses superbes. Mais justement, on est près de Pâques, toutes les passions, Saint-Jean, Saint-Matthieu, tout ça, j'ai chanté avec un bonheur immense, je ne le cache pas. Et là, j'ai vu d'un petit peu plus près le monde protestant, qui n'est pas du tout prosélyte, personne ne m'a rien demandé de faire quoi que ce soit, mais rien que de voir ce contact, ça m'a... Voilà, ça m'a fait réfléchir, je ne peux pas le dire autrement. Ça m'a fait réfléchir en termes de dialogue, en termes de compréhension mutuelle, réciproque. Ça m'a vraiment... voilà, c'est à travers une petite voix un peu bizarre, hein.
Vous avez le sentiment que ces valeurs chrétiennes, quelque part, ont également une incidence dans la manière dont notre droit a été élaboré? Oui, je pense que oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas donner des exemples précis comme ça, mais ça, c'est évident. C'est évident parce que le droit est aussi le reflet d'une situation, à un moment donné, d'une situation politique, sociale, voire économique, à un moment donné. Ça, c'est sûr que ça a dû jouer. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais quand on vient à la question de la religion, parce que dans la Convention des droits de l'homme, il y a cette fameuse disposition droit à la liberté de religion, et la Cour a eu cette phrase que je trouve magnifique. Elle dit que c'est un atout précieux, precious asset, aussi bien pour les croyants que pour les indifférents que pour les agnostiques. Et ça, je trouve assez extraordinaire. C'est un arrêt très récent, très ancien, pardon, dans lequel elle montre que voilà, c'est un bien précieux pour tout le monde. Que ce soit les croyants, les incroyants, les agnostiques, c'est quelque chose que tout le monde doit respecter, quelle que soit sa position. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que je me battrai pour la liberté de religion. Alors justement, vous parlez du futur. Qu'est-ce que vous espérez encore apporter comme contribution à la construction de notre société? Mais plus grand-chose, parce que voilà, moi j'ai fait... Parce que voilà, le temps avance, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais la question du droit des femmes, ça c'est vraiment quelque chose qui... Moi, j'ai pas été une pionnière dans ce domaine-là. C'était un peu la génération avant moi, donc je me sens un peu une héritière. Donc la question du droit des femmes, ça c'est quelque chose auquel, si je pouvais, parce que écoutez, excusez-moi, maintenant, je ne peux plus apporter grand-chose. Hein. Et puis un autre aspect qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est les droits culturels, figurez-vous. C'est bizarre, on va dire, ça, c'est peut-être loin de... Mais les droits culturels, parce qu'il y a une dimension là qui je trouve tellement importante, surtout dans notre pays. Je dirais, la culture, c'est ce qui unit. C'est vraiment, ça fait des ponts. Et donc, je trouve développer les droits culturels, plutôt que de chamailler sur des questions d'identité, toutes ces questions qui, j'avoue, m'écœurent un peu, effectivement, développer les droits culturels comme pont, comme pont entre les communautés, comme pont entre les gens de langue, surtout de langues différentes, eh bien ça, c'est vraiment quelque chose qui... Oui, donc ça, c'est un peu les... Mais je ne dis pas que je vais faire quelque chose là-dedans, hein, parce que voilà, mais ça m'intéresse. Vous gardez un regard optimiste sur notre société d'aujourd'hui? Mais oui, parce que c'est la société de nos enfants. Hein. C'est la société de nos enfants. Et maintenant, moi, je dois dire aussi de mes petits-enfants, de nos petits-enfants. Et quand on les voit, quand même, il y a des choses extraordinaires. Il y a quand même des choses extraordinaires dans cette jeune génération qui n'est pas du tout épouvantable, au contraire. Et donc, oui, moi, je suis optimiste parce qu'eux sont là. Voilà. Si vous aviez un message à donner en conclusion de cette rencontre, qu'est-ce que vous auriez envie de nous laisser? De s'engager, que les juristes s'engagent, de s'engager, d'y aller. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les juristes doivent être des personnes engagées. Engagées, ça veut simplement dire qu'on accepte qu'on est dans ce monde. C'est tout. Les juristes ou tout le monde? D'abord les juristes, parce que je trouve qu'ils ont un rôle, et puis les autres, et puis oui, s'engager, être convaincus. Oui, enfin, je ne suis pas un curé, moi je peux faire la prêche. Hein. Mais, le prêche, pardon. Oui. Mais voilà, mais l'engagement, c'est ce que vous souhaitez pour chacun. Oui. Françoise Huckens, merci d'avoir pris le temps de cette rencontre. Avec plaisir. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez le revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.